Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, vendredi, en bonne santé. Et oui, c'est parti avec ce programme qui se présente au crépuscule de la journée. Et pour cela, nous avons invité de grands messieurs qui vont aborder les grands dossiers avec nous ce soir. La problématique de ces tensions, la division, qu'est-ce qu'on peut appeler division, scission? Est-ce qu'ils se sont réconciliés au niveau de cette communauté très importante de la République démocratique du Congo, la communauté musulmane? Nous allons en parler dans cette émission aujourd'hui avec l'honorable Moussa Kalema. Et la deuxième question concerne l'état des sièges. En RDC, l'état des sièges, doit-on concilier l'état des sièges avec la diplomatie pour arriver à une félicule pour la République démocratique du Congo? La question reste posée et on va aborder cette thématique avec notre invité, Abbé Bahala. Et pour la présentation de la grande édition du journal, ça sera à 19h heure de Kinshasa et 20h heure de l'Est de la RDC. Mais tout à l'heure, la présentation des grandes lignes, c'est avec Nathalie Okomposo. Nathalie, bonsoir. Bonsoir Christian Chibasso, bonsoir à tous les grandes lignes d'information, c'est tout de suite. 38 éléments de groupes armés neutralisés, plusieurs armes récupérées. C'est le bilan de l'opération des forces armées en Ituri dernièrement. En l'enseignement primaire, secondaire et technique, Godefroid Katoto vient d'être nommé nouveau directeur national du service de contrôle et de la paix des enseignants. Une nomination par le ministre de l'EPST après la condamnation de l'ancien directeur national du CECOPE le 25 mars dernier. En justice, lors d'une audience publique, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe s'est déclaré incompétent pour juger Caleb Moutonde, ancien administrateur général des services des renseignements congolais. Motif, au moment des faits qui lui sont reprochés, Caleb Moutonde avait qualité d'administrateur général de l'ANR, un titre équivalent à celui de DG dans l'administration publique. Merci de nous avoir suivis de partout. Tous ces sujets autres seront développés tout à l'heure à 19h juste avec Amina Bayombo. Mais dans l'entretemps, Kinshasa Direct se poursuit avec Christian Chibasso. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Nathalie Yoko partie et mesdames et messieurs, on marque une petite pause pour la suite tout à l'heure sur Télé 50. Mesdames et messieurs, nous sommes très contents de vous retrouver cette fois-ci pour aborder notre thématique avec l'honorable Moussa Kalema qu'on ne présente plus. Honorable Moussa Kalema, vous êtes musulman de votre État depuis des années, l'un des figures de proue de cette religion en RDC. Nous sommes réellement au cœur de l'actualité sur la place internationale. Le monde a parlé. Par rapport à ce qui s'est passé au stade des martyrs, il y a eu procès, il y a eu des condamnés. À ce jour, l'opinion se pose des questions. Est-ce que vous vous êtes réconciliés? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission pour éclairer l'opinion. Et vous posez d'une manière brutale une question si nous sommes réconciliés, je dis que... non, nous sommes dans les statu quo, il y a les statu quo, il n'y a rien qui est fait depuis cette date. Et nous attendons, nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de suivre l'État qui doit prendre les initiatives de manière à mettre terme à ces désordres créés de toutes pièces, à ces dissidences créées de toutes pièces. Voilà, quoi nous attendons. Il y a quelques mois, nous avons assisté à votre conférence de presse. C'est comme si vous avez prédit ce qui est arrivé. Bien entendu, les choses sont tellement claires, limpides. Nous avons indiqué que les chefs de la communauté islamique étaient pris d'assaut par des hors-la-loi. Nous avons indiqué que ce sont des personnes sans qualité. Et ce que nous avons indiqué au jour d'aujourd'hui, confirmé par les conseils d'État, à travers 4 ordonnances du Conseil d'État, la plus haute institution administrative à la matière, saisie
a noté avec clarté que ce monsieur Dibondo et son groupe n'étaient pas des membres de la communauté islamique. Je note que le tribunal des grandes instances, par son président, le président Pierrot, un des grands présidents de ce pays, fait pratiquement un réquisitoire. J'ai avec moi ici l'ordonnance. Il note que le monsieur Dibondo n'est ni membre effectif, ni représentant légal, moins encore secrétaire général pour engager la communauté islamique. Et non seulement ça, un jugement du tribunal des grandes instances de la Gombe, un réquisitoire impitoyable, condamne ces gens au déguerpissement. Et il dit, nonobstant tout recours, et même au paiement des dommages et intérêts, ça ne bouge pas. Je vous ai indiqué autrefois qu'il y a eu 5 réquisitions de force du procureur général de la Gombe, bloquées en pleine exécution. Il y a un problème. Qui bloque? Il y a un problème. Qui bloque? Qui bloque. Où est-ce que Dibondo trouve la force de résister devant la loi? Mais il les trouve auprès des politiques véreux. Le politique véreux. Bien entendu. Des gens qui estiment qu'ils peuvent instrumentaliser la communauté islamique, qui pensent manipuler à outrance la communauté islamique. Alors que la communauté islamique, ce n'est pas une communauté comme toutes les autres. Cette religion, c'est une religion d'abord monothéiste pure et dire. Vous savez, c'est une faute grave de ceux qui estimaient que dupliquer la communauté islamique va leur servir sur le plan politique. Ah, vous parlez de duplication, c'est-à-dire ce qu'on a vécu avec l'église de Réveil, El Soni. Apparemment, c'est le schéma. C'est le schéma qui est engagé, c'est le schéma qu'on a mis en place. Parce que comment vous pouvez comprendre, dans un État où on a un chef de l'État qui martèle les longueurs du jour, instauration de l'État des droits, primauté de la justice surtout, mais que même les décisions judiciaires ne soient pas appliquées, exécutées. Il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Mais un problème qui risque de coûter trop cher à la République. Parce que ce qui s'est passé ici, les gens s'étonnent. Ça s'est passé également à Kisangani. On n'en a pas parlé. À Kisangani, un vendredi, ça fait au moins 3 mois, je crois. En pleine prière, les groupes de Dibondo s'amènent à la mosquée pour déloger celui qui officiait la prière. Ça en est suivi, bien entendu, un désordre indescriptible qui a amené la police à intervenir et la police a rencontré, comme d'ailleurs ce qui s'est passé le 13, une résistance farouche des partisans de Dibondo. Et ça en est suivi. Et bien entendu, la police devrait se défendre. Sommation, écoutez, les balles perdues ont pris un adolescent de 17 ans. Tenez bien, un chrétien, il est mort. Et les ténors de ce groupe-là, ces extrémistes, ces radicaux, ont été arrêtés. Certains sont en fuite. L'État n'agit pas. Il y a un problème. Il y a un complot contre soit la religion, soit contre le pays. C'est ça la vérité, mon frère. Vous avez toujours vécu en bonne intelligence dans votre communauté entre les chiites et les sunnites, ce qui a toujours étonné même la communauté internationale. Nous en arrivons là à cause d'une personne ou à cause d'un système? Je note que c'est un système qui est mauvais, bien entendu. Vous savez, ce que vous aviez indiqué, oui, j'étais personnellement invité aux États-Unis par le département d'État pendant 22 jours. Discuter dans les programmes de leadership. Discuter, échanger pour voir l'expérience congolaise. Comment les Congolais, chiites, sunnites, vivent ensemble et, bien entendu, musulmans et chrétiens cohabitent sans problème. Tout cela dépendait des politiques mises en place par Mobutu, bien entendu. Mobutu avait compris qu'il ne fallait pas, dès le départ, diviser cette communauté par des écoles doctrinales. Mais ici, aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'idéologie, ce n'est pas un problème de doctrine. C'est un problème d'extrémistes, bien entendu, à la sorte de puissances obscures. Voilà. L'État doit ouvrir l'œil. Mais je l'ai dit, je continue à marteler, non qu'il doit ouvrir l'œil, mais il doit ouvrir l'œil, mais les bons. Il doit agir vite et bien. Je vous ai indiqué qu'il y a eu mort d'homme à Kisangani, en
pleine prière. Je vous ai indiqué également qu'il y a eu des dégâts terribles, des blessés à Bassankoussou, à Mbandaka. Les défunts, d'ailleurs, de Kundo en a fait un plaidoyer à Mbandaka. Et un député de Mbandaka a fait une motion d'information à l'Assemblée nationale. C'est passé sur la chaîne et vous étiez là. Mais personne n'est branché. Oui, les complots est plausible. Et je constate que c'est un complot effectivement contre la religion musulmane, mais qui risque de se retourner trop mal contre le pays. Lorsqu'on note au jour d'aujourd'hui mort des imams en pleine prière, les premiers, en plein culte, on l'abat. Et un autre, il sort du culte avec son enfant, on l'abat. Et vous sentez comme si l'État n'existait pas. On s'attaque à des chefs spirituels, comme on s'est attaqué, en fait, à des monseigneurs. Pourquoi toutes ces choses-là, pendant notre gestion, sans incidence, sans duplication, sans duplicité de pouvoir public, on n'a jamais connu de telles choses. On n'a jamais connu ça. Je suis d'une manière officielle à la communauté islamique pour exercer des fonctions, c'est depuis 2009. Alors, s'il y a des politiques qui s'ingèrent dans la gestion de vos affaires, c'est-à-dire qu'il y a un camp qui bénéficie de l'appui de politiques dont vous ne partenez pas. Je ne sais pas. La communauté islamique, et l'État politique d'abord. Et l'État politique, moi je peux avoir des accointances politiques. Ça n'a rien à voir avec ma communauté. La preuve, nous l'avons montré tout le temps que nous sommes restés aux affaires. Vous n'avez jamais senti de la partialité dans notre façon d'agir, alors qu'en même temps, on était politique. Je suis député au jour d'aujourd'hui. Et comme dans l'autre camp, ceux qui nous combattent, d'ailleurs, tous étaient candidats, mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Ils ont échoué les élections parce qu'effectivement, leur façon d'être, de vivre, de se comporter n'est pas la genèse. C'est quoi la genèse de cette problématique qui commence à prendre les allures un tout petit peu, pas un tout petit peu, mais les allures inquiétantes? La genèse, c'est que d'abord, ce qu'on doit comprendre, que cette crise date de 2018. 2018, l'imam sortant, l'imam Mouini, le représentant légal, fait une assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale, il y a modification des statuts de la communauté et bien entendu, il fait sauter un organe qu'on appelle le Conseil national de l'islam. Les conseils théologales. Les conseils théologales, c'est là où il y a, en fait, c'est une structure de régulation. Il les fait sauter comme structure parce qu'il considérait que c'était une structure inutile et il a transformé ça en département. Et donc, il a amené cette structure au niveau de la gestion directe. Malheureusement, étant entendu que la plupart de ces imams aussi, la plupart, je dis bien, bon nombre, ne maîtrisent pas les textes de droit, ils ont mal digéré. Et ils ont commencé, bien entendu, la guerre contre l'imam Mouini. Et en pleine discussion avec l'imam Mouini. de cet épisode. Bien entendu, vous allez vous rappeler de cela. C'est à ces moments que Mouini va tenter par tous les moyens de les ramener à la raison. Et ce qu'il faut signaler, ces imams ne sont pas membres de la communauté islamique. Ce sont des musulmans, mais ils ne sont pas membres de l'association communauté islamique en République démocratique du Congo. Ils ne sont pas membres, ils ne sont pas membres effectifs. Il y avait même l'implication du pouvoir en place avec, d'alors, Obed Minakou avait convoqué le membre du comité islamique reçu au Palais du Peuple pour un peu jouer à la diplomatie. Bien entendu. Tous les membres de la communauté, tous les musulmans ne sont pas membres effectifs de la communauté islamique, comme tous les catholiques ne sont pas membres effectifs de la CENCO. C'est comme tous les protestants ne sont pas membres effectifs de l'ECC, et comme tous les kimbanguistes ne cherchent pas dans l'organe dirigeant. Et je voudrais vous donner les cas de la CENCO. Il y a au moins 47 élites, des grandes personnalités, des grandes intelligences qui cherchent à ces niveaux. Mais chez nous, il y a 350 membres. Et c'est devenir membre, on ne s'autoproclame pas.
Vous le devenez au niveau de votre base, au niveau de la région islamique. On le devient comment? On les devient, vous les demandez bien entendu. D'abord, on doit vous observer, la société vous observe. Il y a les fondateurs de cette organisation qui s'appelle Comico. Il y a des ayants droit qui vous observent en tant que musulmans, votre comportement étant bon. Et vous en faites la demande, comme dans toute organisation, conformément à la loi 004 qui régit les ASBEL et les établissements d'utilité publique, notamment l'article 10. Vous faites la demande, on accepte, on étudie votre demande, vous devenez membre effectif, et en ce moment-là, votre entité vous délègue. Parce qu'il n'y a que 350 membres qui cherchent au niveau national. Et il faudra qu'il y ait un quota pour chaque province. Les Kasaï oriental a un quota, oriental a un quota. En fait, les 26 provinces ont des quotas. Si Malaba, Katanga, voilà. Si vous êtes donc délégué par votre entité islamique, vous venez chez eux au niveau de l'Assemblée générale. Honorable Moussa, j'étais à Bumba, j'ai vu des mosquées qui poussent comme des champignons et construit à grande échelle des édifices, en tout cas très considérables, avec beaucoup d'espace, pouvant contenir beaucoup de musulmans. À ces jours, pensez-vous que vous êtes victime de manque d'un leadership au sein de votre communauté, ou doit-on avoir un pape quelque part qui vous donnerait des instructions comme ça, vous revenez à la raison? Non, je vous ai dit qu'en fait, ce n'est pas un manque de leadership. Mangala est un bon leader que vous connaissez. Il a fait montre, et je voudrais vous informer qu'avant Mangala, la communauté islamique était dans la rue, il n'y avait même pas un siège. Et c'est Mangala qui l'a obtenu, et je voudrais ici informer les musulmans que c'est leur serviteur Moussa Kalema qui a dit trouver les moyens pour justement les retaper et lui donner la forme que ces sièges revêt au jour d'aujourd'hui. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Mangala a une personnalité forte. Et je voudrais également informer l'opinion et tous les musulmans qui ne le savent pas, que Mangala, au jour d'aujourd'hui, est le président des imams, en fait, des chefs, des oulamans, des hautes personnalités musulmanes des pays de l'Afrique centrale. Il est leur président. De l'Afrique centrale. L'Afrique centrale. Et je voudrais noter également qu'il est le président, ici, de la fondation d'Irois de Maroc. C'est lui. C'est pour vous montrer que ce Mangala n'est pas n'importe qui. Mangala était même le directeur, représentant de la Banque islamique mondiale en Afrique centrale. Donc, ce n'est pas un problème de leadership, c'est un problème, comme je vous ai dit, des complots et contre une communauté qui a toujours vécu dans la paix. Parce que l'islam, c'est la paix. Mais des gens mal intentionnés, je continue à dire mal intentionnés, mais ces intentions malheureuses risquent de causer du tort à la République. Parce que ça commence comme ça. Vous avez vu des gens, l'armée en train de sommer, en train de tirer en l'air, mais les gens refusent de partir. Vous avez vu les gens prendre de pierres contre la police. Non, je crois que l'État... C'est quoi la solution? La solution est simple, appliquer la loi. Appliquer la loi veut dire quoi? Rétablir la communauté islamique dans ses droits. Parce que je vous ai indiqué très clairement aujourd'hui qu'il existe 5 ordonnances du Conseil d'État. Qui mieux que le Conseil d'État peut vous dire que sur le plan administratif, c'est tel qu'il est en droit. Il y a un jugement, je dis bien, un jugement du tribunal des grandes instances. Qui est en souffrance. Qui est en souffrance, qui demande les déguerpissements, nonobstant tout recours. Et même qui demande les dommages et intérêts à la communauté. Il y a une ordonnance qui indique très clairement que ces messieurs ne sont pas des membres effectifs de la communauté. Nous demandons tout simplement au pouvoir, à la ministre qui est venue, la ministre qui est là-bas, que nous connaissons est très perspicace, une femme de poigne, une femme honnête. Je crois que Madame Mutombo. Madame Mutombo, que je connais parfaitement bien, je crois qu'elle peut prendre, c'est simple, tout simplement, de prendre le courage de faire ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait, par manque de courage politique et d'honnêteté. Parce que même les collèges des conseillers en charge des affaires religieuses et culturelles de la présidence de la République indiquent très clairement que c'est Mangala l'ayant droit. C'est l'aile Mangala qui est légitime.
Écoutez bien, l'El Mangala, comment il arrive? Il n'entre pas par effraction. Je vous ai dit que les autres sont venus occuper les chaises de la communauté à 5 h du matin par effraction et fausse clé. J'ai noté qu'il y a eu 5 réquisitions du procureur général pour déguerpir ces gens. Mais ils résistent avec des armées blanches et ils résistent, et bien entendu, avec des coups de fil qui demandent au général Silvano de ne pas exécuter les réquisitions. Il y a un problème. Donc, Il y a un problème. l'affaire reste entière. Il faudra que l'État puisse prendre ses responsabilités. Ses responsabilités, il ne faut pas l'État commettre l'erreur de ce qu'il fait déjà. Parce qu'il a tendance de temps en temps de renvoyer dos à dos des usurpateurs connus comme tels par la justice de ce pays, la primauté de la justice, et ceux qui sont légaux. Nous sommes légaux. Les élections qui nous ont amenés au pouvoir, qui a ramené Mangala, ont été organisées par l'imam représentant légal sortant par les comités sortants, dans lesquels comités où j'ai assumé même des responsabilités comme représentant légal adjoint, en charge des institutions publiques. À cette assemblée générale, notez bien, tous les anciens représentants légaux honoraires de la communauté, tous les anciens secrétaires généraux honoraires étant tous membres effectifs, ont participé à cette rencontre. Eh bien, nous allons avoir plus ample détails dans cette conférence de presse que vous allez organiser demain samedi ici à Kinshasa pour donner à l'opinion publique des éléments d'information pour que l'opinion puisse comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Merci beaucoup, honorable Moussa Kalema. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause. On se retrouve pour la suite des Kinshasa Direct. 24 avril 1990, nous sommes encore à l'époque du Zaïre. Le maréchal Mobutu prononce un discours historique. L'homme libéralise l'espace politique du pays, mort dans l'âme. Le impair parti unique, parti-État, cesse d'être exclusif. Ainsi, le multipartisme verra le jour. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Depuis, la République démocratique du Congo compte à ses jours 700 partis politiques. On s'arrête un moment pour se demander qui sont-ils réellement et comment mettre fin à certains partis désignés mallettes. Faut-il les regrouper en grands partis comme c'est le cas dans plusieurs pays du monde ou les supprimer carrément afin de mettre de l'ordre dans ce secteur devenu par les temps qui courent un terrain de prédilection de toutes sortes d'aventuriers politiques en RDC. Les formations politiques sont-elles devenues de mouvements populaires qui encadrent les indécis, les touristes ou opportunistes politiques qui manquent de manière criante de vision et même de loyauté? Dans le même temps, on s'interroge sur le rôle que jouent les partis politiques dans la construction de la démocratie en RDC. Quel parti détient réellement une idéologie, un ancrage à même d'influencer l'opinion publique et d'offrir des alternatives à la politique en RDC? Du MPR, IDPS, MLC, PALU, UNC, jusqu'au regroupement AABBB et même CCC. Qui a une idéologie, une vision claire ou rationnelle et avec quels résultats sur l'ensemble du territoire national. Les partis politiques en RDC, on en découdre ce dimanche dans Focus, Tribune des vérités sans gants sur Télé 50 avec JMK. Pour participer à l'émission, contactez-nous au plus 243 81 066 34 31. À ne pas manquer. Allez, nous sommes de retour cette fois-ci pour vous parler. Notre sujet est entré à l'état des sièges qui est en exécution depuis quelques jours. Et le gouverneur militaire et policiers sont en place, ils font le travail. Mais de l'autre côté, on a constaté la sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame qui a présenté des allégations négationnistes présentant l'état des sièges, mais aussi ignorant tout à fait les exactions de violence faites
dans l'est de la République démocratique du Congo par les forces étrangères. Et alors, nous en parlons avec professeur Bahala, qui est spécialiste en la matière, surtout en ce qui concerne la résolution des conflits dans la sous-région. Abbé Bahala, bienvenue. Merci beaucoup, Crispin. C'est avec plaisir que je retrouve chaque fois ce plateau. Merci beaucoup. Nous sommes intéressés à vous inviter parce que l'actualité de l'heure est caractérisée par cette sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame, mais aussi l'exécution de l'état des sièges. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser lier l'état des sièges avec la diplomatie, joindre les deux pour atteindre l'objectif, la fin de l'insécurité dans l'Est? Eh bien, c'est une bonne question, mais aussi très complexe. Parlons d'abord de l'état des sièges. Le 3 mai de cette année, le chef de l'État prend donc une ordonnance, 2 ordonnances d'ailleurs je crois, hein, l'une qui prend la décision, l'autre qui indique les mesures d'application. Et tout de suite donc les 2 provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri, entrent sous direction d'officiers. Dès le point de départ, les opinions étaient partagées. Beaucoup de gens disaient, mais pourquoi l'état des sièges? Pourquoi le décider maintenant? Pourquoi le président de la République ne l'a pas fait avant? Pourquoi son prédécesseur ne l'avait pas fait? Pourquoi le chef de l'État décide de l'état des sièges pour 2 provinces seulement, alors qu'il y a aussi une situation... Il y a les Sud Kivu qui a aussi des violences. Toutes ces questions se ramènent à ceci. Le président de la République a pris une bonne décision. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il fallait prendre une décision qui est comme une sorte de coup de poing. C'est-à-dire qu'il tape sur la table et il dit « basta, ça suffit ». On en a assez de toutes ces images de tueries, de morts, et ces manifestations, des enfants, même jusque des manifestations d'enfants, des enfants qui vont à même le sol, à la belle étoile pour réclamer la paix. Le président de la République, après s'être concerté avec le gouvernement, avec les présidents des 2 chambres, a pris une décision courageuse qui restreint les libertés ordinaires, hein, des citoyens dans ces territoires qui sont concernés, mais qui donne plein pouvoir à l'armée de pouvoir mener des opérations de pacification et aussi de fouilles et même des offensives contre les groupes rebelles étrangers et nationaux qui sévissent dans le coin. Je réponds à la première argumentation des gens qui demandent pourquoi pas le Sud Kivu, en reprenant presque les paroles du président de la République lui-même. Il a répondu lors d'une interview récente à votre confrère de Top Congo FM, pour ne pas les citer. Il leur a répondu qu'il n'a pas mis le Sud Kivu sous état de siège parce que la situation n'avait pas les mêmes. Chaque province a des spécificités. Le Nord Kivu a sa spécificité au niveau de l'insécurité, l'Ituri. Mais au niveau de l'impact, de l'impact de l'action de l'état des sièges. Oui. Parce que Nord Kivu, Ituri, après l'état des sièges, c'est-à-dire nous allons avoir les effets collatéraux qui vont entraîner à ce que le force négative soit neutralisée pour que la population retrouve la paix. Et si on neutralise dans le Nord Kivu et Ituri, ils peuvent avoir comme soubassement le Sud Kivu. Non, justement, j'y arrive. Je disais donc que la situation au Sud Kivu n'était pas la même, dans la mesure où là-bas les conflits est cristallisé surtout autour des communautés qui ne s'entendent pas, surtout dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira. Il y a la situation de Calais qui est différente, parce qu'il y a encore un petit réseau de groupes armés étrangers, les fameux Sender et FDLR qui sévissent là-bas avec quelques milices Signatura. Mais le Sud Kivu avait déjà commencé tout un processus par rapport aux autres.
Même si en Ituri, il y avait eu des négociations avec Codeco, etc. Qui n'ont pas marché. Mauvaises négociations parce qu'on leur a fait croire des choses et puis on les a parqués dans des camps de regroupement qui étaient non pris en charge et ils se sont évadés dans la nature et on a recommencé à zéro. Au Sud Kivu, on avait déjà commencé un vrai processus. Il ne faut pas oublier que la mise en route de la commission interprovinciale d'appui à la sensibilisation et au processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire a commencé au Sud Kivu. C'est là que nous avons commencé, nous, à réunir déjà les groupes armés, à leur proposer ce que le président de la République avait dit, avait donné comme ultimatum lorsqu'il était arrivé lors de sa tournée dans les 3 provinces de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, en octobre 2019. Il a dit « Ceux qui vont déposer les armes vont bénéficier du nouveau programme de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire. » Et où le sujet, ce ne seront plus les ex-combattants, mais la communauté elle-même qui va bénéficier des programmes de développement et des programmes résilients pour pouvoir réinsérer ces enfants égarés dans la communauté, au lieu de les envoyer dans des camps à Kitona ou je ne sais pas où, ils redeviennent des citoyens ordinaires. Le chef de l'État a repris la même chose et à Goma. Il leur a dit, vous déposez les armes et vous êtes éligible à ce programme. Vous refusez, eh bien, nous vous considérons comme force hostile. Et c'est comme ça que donc au Sud Kivu, les choses avancent. Il y a eu des dialogues intercommunautaires. Vous avez vu dernièrement à l'hôtel Béatrice. Nous avons donc, nous, un processus qui était déjà avancé par rapport aux autres. Et donc, le Sud Kivu pourrait servir comme paradigme pour les autres. Alors, quant à l'avancement donc réel qui a été apporté par l'opération coup de poing que constitue l'état de siège, eh bien, parlons-en. On est en train, chaque jour, on apprend que les FARDC ont conquis tel ou tel village en Ituri ou comme au Nord Kivu. On parle de 26 villages récupérés au mai des Oui, Codeco. hier encore, donc, le gouverneur militaire du Nord Kivu avait rencontré des chefs de groupes armés du Nord Kivu qui acceptaient de déposer les armes. Mais c'est là que se situe le problème, justement. Le problème se situe à ce niveau. Le problème, c'est que, oui, c'est vrai, l'armée peut désarmer. Mais il faut les encadrer. Mais il faut les encadrer. Et c'est comme ça que tout le monde est en train d'attendre dans les jours à venir que le président de la République signe une ordonnance qui nomme les animateurs d'un nouveau programme que nous avons déjà discuté plusieurs fois avec les bailleurs internationaux de développement, mais aussi qui a été assumé par le président de la République lui-même qui l'a lancé et qui l'a fait accepter, et que ce soit au niveau du Parlement, mais aussi au niveau du programme du gouvernement. Le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et relèvement communautaire et stabilisation, qui va concerner donc les communautés qui ont été lésées par la présence des groupes armés, mais aussi concerner les ex-combattants qui seront pris en charge dans une vision holistique où ils ne seront plus eux-mêmes pris en charge, mais aussi toute la jeunesse vulnérable du milieu. Et ce programme, ce vaste programme, va englober tous les anciens programmes qui existaient. Parce qu'avant, il y avait le programme Starek que nous avions lancé, vous vous rappelez, avec l'abbé Malmal, je faisais partie de ceux qui ont initié le programme, après le programme Amani Léo, après le programme Conader qui avait mal tourné. Eh bien, nous avons lancé le programme Starek qui signifiait stabilisation et reconstruction des zones affectées par la guerre. On avait mis en place un système de financement qu'on a appelé E4S avec la communauté internationale, mais aussi le financement du gouvernement. Mais malheureusement, ces programmes n'ont pas complètement marché, au point qu'en 2015, le président de la République sortant avait lancé un nouveau programme qu'on appelait unité d'exécution du programme national DDRR. Donc, il y a eu DDR1, DDR2. Alors tous ces programmes n'avaient pas marché, parce qu'il manquait une certaine coordination. Il y avait plus de bureaucratie que des choses concrètes sur le terrain. Et le chef de l'État a décidé désormais que tout cela serait inclus dans un seul programme qui serait piloté par lui-même.
il a décidé que c'est lui-même qui pilote, qui gère le comité de pilotage de ce programme. Il va nommer donc une coordination avec quelques animateurs et un coordonnateur. Donc bref, deux coordonnateurs adjoints. Ah ben bah là, si nous comprenons très bien, au-delà de l'état des sièges, Oui. il faut mettre en place des structures qui devront encadrer les éléments qui vont volontairement déposer les armes Oui. et à demander d'être encadrés par l'État congolais et rejoindre, pourquoi pas, la population civile, vivre comme un homme normal. Mais tout cela demande des moyens. D'où va trouver l'État congolais le moyen pour la réinsertion? Il faudra donner du travail, donner l'outil du travail à ceux qui voudront bien rejoindre la vie civile. Oui. Qu'est-ce qu'il faudra faire? D'abord, comme vous le savez, vous l'avez dit, il faut des moyens. Hein, il y a une boutade là qu'on attribue à un sage chinois qui disait si vous voulez gagner une guerre, il faut 3 choses. Il faut d'abord de l'argent, premièrement. Deuxièmement, il faut de l'argent. Et troisièmement, il faut de l'argent. Ah bon? Oui, on ne fait pas la guerre si on n'a pas les moyens. Parce que le soldat... Premièrement, de l'argent. Oui. Deuxièmement, il faut de l'argent. Et troisièmement, il faut de l'argent. Vous ne pouvez pas faire une guerre sans cela. donc l'état de siège, premièrement, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, absolument. Deuxièmement, il faut de l'argent. Oui. Et troisièmement, il faut de l'argent. C'est vrai, parce que les hommes que vous allez utiliser, parce que l'homme est le moteur fondamental du programme. Mais cet homme-là, il faut le nourrir. Ce soldat, il faut le vêtir. Ce soldat, il faut le motiver, il faut lui donner sa solde. Il faut réorganiser l'armée. Et cette réorganisation passe par un commandement fort, passe par la restauration de la discipline. Le nouveau ministre de la Défense, que je l'admire, cet homme-là, le docteur Gilbert Kabanda, le général Kabanda, il avait dit sur Radio Okapi, j'écoutais ce qu'il avait dit, il avait dit notre armée a besoin d'un nouvel esprit et d'une nouvelle éthique. Au-delà donc des moyens à donner, au-delà de la formation à donner, il faut redonner aux soldats justement ce cœur au ventre qui lui permet d'accepter de mourir pour la nation. Et vous avez vu que quand on avait donné cela... vaillant. Oui, vous avez vu ce que le colonel Ndala, paix à son âme, vous avez vu ce que le général Baouma ont fait. Eh bien, c'est nos soldats, aidés, oui, par les soldats onusiens, mais c'est eux qui étaient au front, qui étaient en première ligne. Ils ont pu démanteler la rébellion du M23. On va en parler tout de suite. C'était la dernière rébellion financée et soutenue par nos voisins du Rwanda. On les a battus à plate couture. Même si les 2 vaillants généraux, les 2 vaillants officiers ne sont plus, c'est ce cœur-là que nous voulons qu'ils se battent. Et nous sentons que les officiers qui sont sur place sont en train de le faire. Ce cœur-là doit être, n'est-ce pas, animé et motivé par les autorités congolaises et le vice-premier ministre, oui. Le ministre de la Défense le fait déjà si bien. Mais on sent que de l'autre côté, le président rwandais avait nivelé vers le bas les efforts de la RDC de maintenir l'état des sièges. Un tout petit peu, c'est comme si quelqu'un qui a peur de retomber de l'état des sièges et veut vous faire un peu de la diversion pour que vous puissiez vous décourager. Bien. J'imagine comme ça. Non, Crispin, depuis près de 20 ans, j'accompagne l'évolution de notre pays vers la paix. J'ai participé à toutes les négociations de paix, à toutes les négociations, même avec les mouvements rebelles, avec le CNDP. Vous vous rappelez, j'étais rapporteur général de l'accord de Goma. Et donc, je sais tout ce que le Rwanda nous a fait. J'ai fait partie de ces experts dont on parle, qui ont fait toutes ces enquêtes. Sur les rapports mapping et comme ça. Tout ça. Donc, eh bien, je peux vous dire, peut-être que je vais vous décevoir. Je peux vous dire que moi, ce que le président Kagame a dit, pour moi, ce n'était pas nouveau. Je crois que les gens se sont peut-être enflammés pour rien, mais qu'a-t-il dit qu'il n'a jamais dit? Son ambassadeur avait déclaré la même chose il y a quelques mois, il y a 3 mois ici. J'ai vu des mouvements de jeunes qui se sont enflammés, etc. Le président Kagame est dans la situation, comme le disait un politicien, de quelqu'un qui a peur de la justice. Et dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a fait fondamentalement à Paris?
le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, avait la vedette. Il avait la vedette à ce sommet-là. C'est le président de l'Union africaine qui était en train de négocier une nouvelle forme de refinancement des économies africaines. Pour Kagame, cela n'était pas possible. Il a lancé un pavé dans la mare. Il a voulu casser justement cette communication. Il a fait une opération de communication pour attirer l'attention sur lui. Ils font ça régulièrement. Et chaque fois, vous voyez, quand le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, un homme admirable, hein, quand il a commencé sa campagne sur le rapport mapping, vous les avez vus tous sortir de leur gond et commencer à le dénigrer en l'affiblant de tous les noms. Au point que nous avons demandé, nous avons dit clairement que le gouvernement congolais a le devoir de protéger cette icône de la paix dans notre pays. Il a le devoir de protéger le docteur Mukwege. Les populations de l'Est du pays connaissent ce qui s'est passé. Nous avons fait tout un lobbying pendant des années pour aller dire à l'Occident ce qui était en train de se passer. Nous avons obtenu des résolutions après ce qui s'était passé à Kisangani. Comment quelqu'un de sérieux qui ose nier cela, c'est que il n'est pas. Les gens disent. C'est incongru. Azamutute, les gens de Lingala. Quand vous voyez quelqu'un faire des choses, nanko, donc Azusalango, Azamutute. Donc, nous pouvons le dire comme ça. J'ai entendu des gens faire des commentaires en disant non, la réaction du président de la République a été trop mesurée, a été trop timide. Mais non. Moi, je suis en train de me dire, mais c'est extraordinaire. Je vois la continuité dans ce que son prédécesseur avait fait. Son prédécesseur, à un moment donné, avait joué aussi un peu à la chose. Un jour, quand même, après la victoire à Kichanga, hein, après la victoire de notre armée, il a dû dire, nos voisins là, hein, ils ne sont pas bons avec nous. Ils ne sont pas nos amis. Lui, il arrive dans un contexte où, justement, une année après avoir débuté son mandat, on lui colle un mandat comme président de l'Union africaine. Il ne peut agir que de façon diplomatique. Parce que lui, il est l'arbitre des conflits des autres. Il ne va pas créer un conflit à sa porte. Moi, je le comprends. Et puis, il a donné pratiquement une gifle à son collègue sans le dire. Parce qu'il a loué le médecin, le prix Nobel de la paix, que l'autre essayait de dénigrer. Lui, il a dit « je l'aime, je l'admire ». Et je crois que nous allons même le récompenser. L'État congolais va le récompenser pour ce qu'il est pour cette nation. Mais c'est extraordinaire. Il a répondu à l'autre, mais avec sagement, avec beaucoup de tact. Et il lui a dit clairement, c'est la justice qui va faire tout cela. Voilà. Celui qui n'a pas peur, de la justice. Il ne fait pas de la justice, il ne fait pas des sorties comme celle que le président rwandais a fait. Alors, la RDC a voté des lois pour la mise en place du tribunal international pour la RDC. Oui. Alors, doit-on aujourd'hui activer ces lois pour que l'État congolais puisse réellement juger ceux qui sont impliqués? C'est l'État congolais qui doit prendre la décision. Nous sommes contents de savoir que le président de la République est très conscient de cette problématique. Lui veut y aller étape par étape. Il fallait d'abord, premièrement, faire cesser cette violence aveugle qui se manifestait au niveau de l'Est du pays. Il faut aller lentement dans ces choses sécuritaires. Il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées dedans. Il y a beaucoup de questions diplomatiques, effectivement, qui sont imbriquées dedans. Des questions économiques, des questions de géostratégie et de géopolitique qui sont dedans. Et lui, il veut y aller lentement. Nous sommes en train de mettre en place, au niveau de la société civile, un groupe thématique de justice transitionnelle. L'ancien ministre des Droits humains avait déjà lancé l'initiative de la justice transitionnelle et on a même eu des choses concrètes, comme d'aller donner une petite indemnisation aux victimes. Oh oui, justement, aux victimes de la guerre de Kisangani, de la guerre entre l'Ouganda et le Rwanda, quand ils se sont tirés dessus dans une ville... La guerre des 6 jours. Oui, dans la guerre des 6 jours, dans une ville de 2 millions d'habitants, et où il y a eu des victimes collatérales énormes. Eh bien, il a même donné déjà une petite indemnisation. Mais au-delà donc de la justice transitionnelle, c'est la RDC qui doit demander
au niveau de la communauté internationale, au niveau national, la mise en place d'un tribunal spécial pour le Congo, comme il y a eu un tribunal spécial pour le Rwanda, comme il y en a eu pour le Kosovo, comme il y en a eu pour le Libéria, etc. C'est la RD Congo, et donc c'est la pression, non seulement de nos organisations de défense des droits de l'homme, de nos organisations citoyennes, mais aussi de notre Parlement, de fixer la chose afin que quelqu'un puisse connaître des crimes qui ont été commis. Donc et qui sont ça sera faire allonge, état d'urgence, et puis on continue avec la justice pour barrer la route à tous ceux qui pensent que la RDC a oublié tout ce qui s'est passé à l'Est. Mais oui, d'autant plus que même, je vous parlais de ce programme de DDRCS, donc le nouveau pôle de désarmement. Il est stipulé dans ce programme justement que les ex-combattants qui auront commis des crimes contre l'humanité ou des crimes graves qui sont imprescriptibles n'ont pas droit à l'amnistie et seront renvoyés soit devant les juges, leurs juges naturels, soit devant la justice transitionnelle pour que les dommages soient réparés et pour que la population puisse retrouver la paix. Et donc aujourd'hui, ce qui est nécessaire pour les Congolais, c'est d'accompagner justement. J'ai appris que le Conseil supérieur de la communication va faire une exhortation au monde des médias que vous êtes, pour que vous puissiez accompagner cette démarche par une communication positive, non seulement sur l'armée. Je vois qu'il y a une campagne Bendel Ekoyate qui a commencé. Je vois des gens qui mettent des t-shirts FRDC, etc. Tout ça, c'est très bien. Une dynamique autour de l'état de siège. Autour de l'état de siège, pour que les soldats qui vont à la guerre comprennent que toute la nation est avec lui. Mais aussi, pas de folklore. Le folklore n'est pas dit. Il est bon que les gens sachent que pour faire la guerre, il faut de l'argent. Deuxièmement, il faut de l'argent. Et troisièmement, il faut de l'argent parce que les armes, ça s'achète, les hommes, ça se nourrit, le soldat, c'est sa solde. Et puis, l'économie doit continuer à fonctionner. Et donc, nous exhortons les populations du Nord Kivu et de l'Ituri, et qui sont, j'allais dire, bénéficiaires de cette décision, d'accompagner justement ceux qui sont là-bas. Nous exhortons aussi ceux du Sud Kivu à rester solidaires et à s'engager justement, comme ils l'ont déjà commencé, à s'engager dans le programme de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire et stabilisation. Merci beaucoup Abbé Bala, avec ces éléments très bien fouillés qui redonnent réellement de l'éclairage à cette actualité qui a fait beaucoup couler de l'encre et salive sur la place public. Merci, une fois de plus. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec Kinshasa Direct présenté aujourd'hui par votre humble serviteur. Restez branchés sur Télé 50 à 19h. Tout de suite là, vous allez suivre la grande édition du journal sous la présentation d'Amina Bayombo. Au revoir, à la prochaine.